Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Un professeur a perdu la vie vendredi dernier dans un établissement à Arras, en ce lundi où la France rend hommage à Samuel Paty, assassiné il y a 3 ans, jour pour jour. Eh bien, la situation est tendue en France et le milieu éducatif à nouveau endeuillé. Que comprendre de ce contexte et quels enjeux pour le vivre ensemble? On en parle avec Jacques Attali dès le début de cette émission. Confiance en soi, épanouissement, autonomie ou comment découvrir les secrets de réussite des enfants. C'est en tout cas ce que propose l'autrice du livre, les 10 secrets des parents dont les enfants réussissent. Ce sera en seconde partie d'émission. Enfin, vous découvrirez l'invité de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Mais avant ça, place à l'actualité de l'éducation avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Un journal entièrement consacré à cette attaque terroriste qui a fait 1 mort et 3 blessés dans un lycée d'Arras ce vendredi 13 octobre. Et ce matin, l'établissement a dû être évacué après une alerte à la bombe. Aux environs de 10h30, plusieurs dizaines d'élèves et d'enseignants ont dû quitter en urgence le lycée Gambetta Carnot. Les cours n'y reprennent officiellement que demain, mais de nombreux adolescents étaient venus échanger avec la cellule psychologique, mais aussi et surtout pour déposer des fleurs à l'endroit où le professeur de français Dominique Bernard a été tué. Selon nos confrères de BFM TV, l'alerte a été donnée suite à un message posté sur le chat d'un des sites internet du ministère de l'Intérieur qui permet d'être orienté vers les bons services de police en cas de danger. Il s'agit de la 168e alerte à la bombe depuis la rentrée de septembre. Elle a été levée à midi et le lycée a rouvert. Et une journée qui a exceptionnellement commencé à 10h dans la majorité des collèges et des lycées. Oui, Gabriel Attal a souhaité laisser 2 heures aux équipes éducatives pour échanger sur ce drame et trouver des réponses aux questions bien légitimes des élèves avant l'ouverture officielle des portes de leurs établissements. Ce matin, le ministre de l'Éducation s'est rendu dans la cité scolaire Charlemagne à Paris pour apporter tout son soutien aux équipes lors de la reprise des cours. Il est allé à la rencontre d'élèves de 3e avec lesquels il a lu un texte de Victor Hugo qui rappelle que l'école est plus forte que tout. Il a affirmé vouloir apporter la sécurité dans toutes les écoles de France et plus particulièrement la sécurité intellectuelle aux enseignants pour ne plus qu'ils aient à s'auto-censurer et qu'ils n'aient plus peur de représailles. 1 minute de silence a été observée dans les écoles, les collèges et les lycées, ainsi que les rectorats, à 14h précises aujourd'hui. Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont vécu ce moment solennel au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. C'est l'établissement où exerçait Samuel Paty avant son assassinat en 2020. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup d'enseignants se sont plaints d'une totale désorganisation. Dans certains établissements, la minute de silence s'est tenue un peu plus tôt dans la matinée ou alors un peu plus tard dans l'après-midi. Dans d'autres, c'est le temps d'échange entre enseignants et équipes éducatives qui a été déplacé. Nombreux sont ceux qui regrettent aussi leur solitude face aux contestations qu'ils ont dû gérer de la part de certains élèves. Écoutez le témoignage de Laurence. Elle est enseignante dans un lycée. C'était ce matin dans les Grandes Gueules sur RMC. Et elle anticipait déjà les quelques débordements qui ont été signalés. On nous dit qu'il faut protéger les enseignants. Donc on a reçu des messages du ministre et autres pour nous protéger. Sauf que notre ministre, il ne nous protège pas, il nous expose. Un fait très simple. Il ne supportera aucune contestation de la minute de silence. D'accord, mais qui va devoir les supporter, ces contestations? C'est les enseignants qui vont avoir les élèves dans leur classe, qui vont leur demander de faire la minute de silence. Si les élèves manifestent contre, se rebellent, et qu'il y a ensuite des sanctions, comme le demande le ministre, les élèves, ils ne sont pas idiots, ils sauront très bien que c'est le prof qui les a demandé les sanctions. Et pour ne jamais oublier Dominique Bernard, le professeur de français tué lors de cette attaque, ainsi que les 3 blessés aussi qui ont tenté de s'interposer, des rassemblements intersyndicaux ont été organisés partout en France en fin de journée. Dimanche déjà, près de 5000 personnes s'étaient réunies sur la Grand Place à Arras pour rendre hommage à Dominique Bernard et dénoncer tous les actes de terrorisme. Et depuis le milieu de l'après-midi, effectivement, ce sont des centaines de villes et de villages qui ont tenu à se mobiliser. Place de la République à Paris, également Nice, Orléans, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Tours, mais aussi à La Réunion et dans les Antilles, entre autres. Une veillée silencieuse est actuellement en cours à Arras. Et vous évoquiez, Virginie, effectivement, les 3 hommes qui ont essayé de maîtriser l'assaillant. Justement, ce matin, Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-France, était l'invité de France Info. Il a donné des nouvelles rassurantes, au moins pour 2 d'entre eux.
Écoutez, en ce qui concerne notamment le manager des équipes de la région, celui qui s'est interposé pour sauver celui qui était à terre, ces nouvelles sont plus rassurantes qu'elles ne l'étaient vendredi, qu'elles ne l'étaient samedi. D'après les médecins, d'après aussi sa famille, ces jours ne seraient plus en danger. Et c'est aussi un soulagement, parce que cette tragédie aurait pu être plus importante. L'autre agent, celui qui était à terre, qui était sauvé par l'intervention de son collègue, je l'ai eu hier soir encore au téléphone, il compte reprendre le travail ce matin. Il avait des douleurs à la fois à la cuisse, au coude, mais il reprend son travail. En ce qui concerne le professeur d'éducation physique, là aussi, ses jours ne sont pas en danger, mais il a été aussi très, très sérieusement blessé. Et depuis vendredi soir, la France est en urgence attentat. Le niveau d'alerte le plus élevé du plan Vigipirate. 7000 soldats de la force Sentinelle et près d'1 millier de membres des équipes mobiles de sûreté ont été déployés sur tout le territoire jusqu'à nouvel ordre pour sécuriser les écoles. Les contrôles aux abords des établissements ont donc été renforcés avec, selon les cas, la possibilité de vérification d'identité et de fouille de véhicules. Plus aucun retard ne sera toléré. Les besoins de sécurité des écoles, collèges et lycées vont également être évalués par la police dans les jours qui viennent, avec la réalisation d'audits de sûreté pour chaque académie. Le gouvernement, vous l'avez compris, veut frapper fort. D'ailleurs, en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dressé un premier bilan sécuritaire depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas qui aurait provoqué cette attaque dans le lycée d'Arras. On l'écoute. Depuis le déclenchement des attaques terroristes contre Israël, désormais les ministères de l'Intérieur comptent 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme, dont 27 étrangers. 11 de ces étrangers sont actuellement en centre de rétention administratif ou en prison, et j'ai donc demandé le retrait systématique des titres de séjour pour ceux qui étaient réguliers sur le territoire national. Nous avons eu également 2839 signalements à la plateforme Pharos, 237 transmissions à la justice, ce qui vient effectivement à démontrer que les difficultés, pour ne pas dire les passages à l'acte potentiel, sont repérés, traqués, et les personnes interpellées, je voudrais souligner que 102 interpellations en une semaine par les policiers, par les gendarmes dans ce cadre-là est tout à fait exceptionnel. Gérald Darmanin qui a également annoncé que le frère aîné de l'assaillant du lycée d'Arras allait être expulsé. Il avait été condamné il y a quelques années pour un attentat déjoué et apologie du terrorisme. Et selon le ministère de la Justice, 43 projets d'attaque auraient été déjoués depuis 2017 et un attentat est contrecarré tous les 2 mois par la DGSI. Alors, de son côté et dans ce contexte anxiogène, le ministre de l'Éducation a rapidement annoncé la mise en place d'un dispositif d'écoute psychologique, le 0805 500 005, accessible gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les agents de l'éducation nationale qui souhaiteraient parler de ce drame avec les psychologues. Et depuis samedi, on en sait plus sur le déroulement précis des faits, sur l'identité de l'assaillant. Il est aux environs de 11h ce vendredi 13 octobre lorsqu'un jeune homme pénètre dans la cour de la cité scolaire Gambetta-Carnot dans le centre-ville d'Arras. Il est armé de 2 couteaux et s'en prend à tous ceux qu'il croise. Écoutez d'abord le témoignage de Martin Dousseau. Il est professeur de philosophie dans cet établissement et il s'est retrouvé nez à nez avec son agresseur. J'étais témoin du moment où l'agresseur, j'entends dire que c'est un ancien élève, je n'ai pas de confirmation, a poursuivi le chef cuisinier de l'établissement. Le chef cuisinier a été agressé et j'ai voulu intervenir très brièvement. Il m'a poursuivi moi-même, il était armé de 2 couteaux et il m'a demandé si j'étais prof d'histoire. Donc j'ai l'impression qu'il cherchait un prof d'histoire. Bon, voilà. Et donc je me suis barricadé et j'ai vu l'arrestation après, et l'arrivée des secours. Et à ce moment-là, je pensais que c'était pas trop grave parce qu'à ce moment-là, la personne qui était agressée ne paraissait pas trop blessée. Mais c'est en sortant que j'ai vu qu'il y a un professeur qui avait été tué devant l'établissement. Ça, je l'ai vu après. Voilà, donc effectivement, c'est très grave. Dominique Bernard qui succombe donc à ses blessures. 3 personnes aussi ont été blessées, on en a parlé il y a un instant. Et le monde découvre le visage de Mohamed Mogouchkov. Il a 20 ans, il est de nationalité russe, fiché S et suivi pour radicalisation. C'est un ancien élève du lycée. Il avait été contrôlé par la police la veille de l'attentat, donc jeudi. Mais rien de suspect n'avait été trouvé, ni sur lui, ni dans son comportement. Mohamed Mogouchkov est toujours en garde à vue ce lundi
lundi soir, tout comme son frère cadet, interpellé aux abords d'un autre lycée de la ville 40 minutes plus tard. Et donc 7 autres personnes, principalement des membres de sa famille. Il s'est muré dans le silence, refusant d'expliquer son geste. Dernière information importante de cette journée, la ville d'Arras souhaite renommer le lycée Gambetta Carnot en lycée Dominique Bernard. Le maire affirme avoir été sollicité par ses administrés, dont beaucoup de lycéens qui veulent un geste fort en mémoire de cet enseignant. Nous avons préféré ne pas vous montrer le visage de l'assaillant. Et nous continuerons bien sûr de vous informer jour après jour sur ce drame. Merci beaucoup Loïc. Aujourd'hui, donc on le disait, journée d'hommage et de recueillement pour tous les enseignants de France. Un retour à l'école aussi particulier pour tous les collégiens et les lycéens. Alors quelle est la situation de l'école en France après ce drame? On en parle avec Jacques Attali. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir par téléphone, parce que malheureusement on a un problème de connexion, Jacques Attali. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Malheureusement, la situation est dramatique et évidemment, vous la vivez comme moi. L'occasion de ce triste anniversaire de la décapitation de Samuel Paty et 4 jours après la mort d'un autre professeur, la mort de Dominique Bernard. Ce cauchemar qui se répète donc 3 ans après celui de Samuel Paty, mort pour avoir enseigné, Jacques Attali, mort pour avoir lancé le débat sur la laïcité, la liberté de la presse, sur la caricature. Cela suscite évidemment une frayeur absolue pour tous les Français. Je cite, « La République sera là pour vous protéger et sera impitoyable avec tous les porteurs de haine », dit Emmanuel Macron au soir de l'attentat. Est-ce que vous vous sentez, vous, en sécurité, Jacques Attali? Bien sûr, il ne faut jamais avoir peur. C'est, je crois, un célèbre pape qui disait « N'ayez pas peur », et ça a été un mouvement important dans ce qui a entraîné ensuite l'évolution du bloc de l'Est. C'est un enjeu qui est beaucoup plus large que celui de la tragédie dont vous parlez. C'est celui de la confrontation entre la démocratie et les différentes formes de totalitarisme ou d'obscurantisme. Si on a peur, on est mort. Si tous les Français, trop peu nombreux, qui ont résisté en 40, 41, 42, etc., avaient eu peur, les nazis étaient là pour longtemps. Si les Ukrainiens avaient eu peur, la dictature serait installée en Ukraine. Si les Israéliens avaient eu peur, Israël n'existerait plus. Et aujourd'hui, si la paix au Moyen-Orient ne peut être rétablie que par des gens qui ont suffisamment confiance les uns dans les autres et qui n'auraient plus peur. De même, vous pensez que c'est le cas, Jacques Attali? Pardon de vous couper. Vous pensez que c'est le cas? Les gens ont confiance les uns les autres? Non, justement non. Alors, si on revient au cas de la France, nous sommes un endroit très particulier. Nous sommes une des démocraties les plus avancées de l'histoire, pas la plus ancienne, puisque la plus ancienne c'est la Grande-Bretagne, mais nous sommes une démocratie très particulière à plusieurs raisons. La première, c'est la seule qui a imposé la laïcité comme règle de conduite, alors que la démocratie britannique permet aux communautés de se juxtaposer, et l'indifférence des communautés les unes à l'égard des autres donne l'impression aux Anglais qu'ils sont protégés contre cela. Je crois qu'ils ne le sont pas du tout, parce que l'indifférence et la juxtaposition va se traduire progressivement et déjà par des haines entre les communautés. Et je crois que la guerre civile n'éclatera pas en France, mais elle peut éclater dans les pays comme anglo-saxons qui ont choisi cette juxtaposition. Nous avons choisi, et c'est une première spécificité, la laïcité, avec ce qu'elle signifie d'uniformisation. Tout le monde doit être laïque, et ça fait partie du processus d'intégration. Et nous sommes aussi accessoirement, même si ça n'a pas beaucoup de rapport avec notre sujet, le pays d'Europe où il y a le plus je dirais le pays du monde d'ailleurs, mis à part l'État d'Israël, où il y a le plus de juifs et de musulmans dans le même pays. Donc ça nous donne une spécificité très particulière. Et de ce point de vue, ça se passe plutôt très bien, puisque notre démocratie est respectée, la laïcité est respectée, l'unité est respectée, mis à part des incidences scandaleuses, épouvantables, de manifestations racistes et de tragédies comme celle que nous venons de vivre. Les 700 ou 800 000 juifs et les 5, 6 ou 7 millions de musulmans vivent très bien dans ce pays avec tous les autres. Donc il ne faut pas dramatiser, même si
La mort d'une personne est un drame. Évidemment, la situation est dramatique, évidemment. Jordan Bardella a appelé à la démission de Gérald Darmanin en disant « L'unité nationale, je la fais avec les victimes du terrorisme, mais pas avec les gens qui refusent d'assumer leurs erreurs ». À votre avis, quelles sont les failles de la stratégie du gouvernement, justement, en matière de lutte? Je vais demander les réponses, et ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout. Je ne vois pas pourquoi je répondrais à ce monsieur qui a comme un réflexe pavlovien de demander la démission du ministre à toute occasion. C'est son rôle peut-être, c'est sa conception de la démocratie, mais ce n'est pas la mienne. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, s'il y avait un ministre qui démissionnait, il y en aurait un autre à la place. So what? Qu'est-ce qui se passerait? Rien de différent. Donc la question, ce n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait à la fois pour ne pas avoir peur, pour assumer. Eh bien, il faut continuer. Il faut protéger davantage. Il faut exclure de la communauté nationale tous ceux qui mériteraient de l'être et qui ne le sont pas. D'ailleurs, j'ai cru comprendre ce matin par l'ancien président de la République que, contrairement à ce qui a été dit, ces gens-là sont expulsables. Donc, il faudrait clarifier ce point. Et donc, il faut simplement que la loi soit appliquée, c'est tout. Oui, justement. Alors, il y a une grosse réaction, effectivement, en France et partout, et notamment chez mes confrères journalistes. L'auteur des coups de couteau, donc on le rappelle, était fiché S. Il est russe d'origine tchétchène. Sa demande d'asile lui a été refusée en 2022. Il a fait l'objet d'une demande d'expulsion. Il avait fait l'objet d'une demande d'expulsion de territoire, mais non effective, car il a été protégé en raison de la protection absolue, l'éloignement dont il bénéficiait. Donc on a décidé finalement de laisser consciemment en France un homme dangereux ici en toute liberté d'action. Comment on explique cette situation en France? Votre description de la situation me semble relativement erronée, pour dire ça d'une façon féministe. Oui, dites-moi alors. D'abord, il n'était pas sans surveillance, puisqu'il était surveillé. Oui, il était sous surveillance, tout à fait. Voilà. Il était sur écoute et il a été appelé la veille. Deuxièmement, contrairement à ce que j'ai cru entendre, tant chez vous que chez la plupart de vos confrères et chez beaucoup de gens, d'après ce que j'ai entendu de l'ancien président de la République, de François Hollande, il était parfaitement expulsable. Parce que la loi permettrait de l'expulser. Et si la loi ne le permet pas, ce que les juristes vont clarifier, j'espère, rapidement, il faut changer la loi. Voilà. Parfait. Alors, la présidente de l'Assemblée nationale a souhaité lundi 16 octobre que le projet de loi sur l'immigration soit examiné dès le mois de décembre à l'Assemblée nationale afin que le texte puisse être voté définitivement par le Parlement avant la fin de l'année. Une réaction par rapport à ça? Ça me paraît nécessaire. C'est une loi d'une grande urgence. J'espère qu'ils trouveront un accord parlementaire pour permettre de le faire sans voter sur simplement inspiré par l'émotion immédiate. C'est clair qu'il faut aujourd'hui privilégier l'intégration sur la réception d'un nombre croissant de gens, même tout en sachant que c'est à la fois souhaitable et nécessaire. Mais l'intégration est la clé et visiblement on ne s'en donne pas les moyens. Dominique Bernard était professeur de lettres, Samuel Paty, professeur d'histoire, l'histoire, la littérature, donc la culture dans son ensemble au cœur du débat. Pourquoi, selon vous, Jacques Attali, ces extrémistes, justement, cherchent à tout premier lieu à combattre l'éducation, la culture? Regardons ce qui se passe en Afrique et dans le monde. En Afrique, le grand terrain de bataille de Boko Haram et de l'ensemble des mouvements islamistes, c'est contre l'école. Et aujourd'hui, un des grands dangers, une vraie bombe à retardement qui va bien au-delà de ce que nous vivons nous, c'est qu'ils font tout pour détruire l'école. Aujourd'hui, une très grande partie des jeunes Africains ne vont plus à l'école. Ils vont dans des écoles où ils sont 100 élèves par classe avec des profs qui ne sont pas formés. Quand ils ne sont pas martyrisés, détruits, comme on le voit au Nigeria, en particulier au nord du Nigeria et dans les pays du Sahel. Donc nous nous préparons à une génération d'Africains qui auront été non scolarisés et qui auront été repris en main par des mouvements islamistes et qui auront été formés à ça. Donc c'est ça qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas à détruire l'enseignement, ils cherchent à le remplacer par un autre. Ce qui est d'ailleurs tout à fait contraire aux principes de l'islam tels que les évoquaient les grands philosophes musulmans du XIIe et XIIIe siècle, en particulier Ibn Rushd, qui a été un grand philosophe, peut-être un des plus grands philosophes des Lumières, je dis bien des Lumières, qui était un musulman de Cordoue et qui disait la raison ne saurait contredire la raison, c'est-à-dire que la vérité ne saurait contredire la vérité, ce qui veut dire que la foi et la raison et la science sont parfaitement compatibles. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Aujourd'hui,
il est essentiel de le rappeler, et c'est les principes de l'éducation qui le rappellent. Donc la bataille pour l'éducation, c'est la bataille pour la démocratie, c'est la bataille fondatrice, qui là encore ne se joue pas que dans un collège ou un lycée d'Arras, ça se joue dans tous les pays démocratiques et dans tous les pays qui cherchent en particulier à donner des moyens aux femmes, parce que ce que je disais sur l'Afrique s'applique particulièrement aux filles, parce que quand les filles ne vont pas à l'école, non seulement elles sont privées de savoir, mais elles sont mariées à 15 ans, avec toutes les conséquences qu'on connaît, dont le cas extrême est celui de l'Afghanistan, où elles n'ont plus d'école du tout. Donc c'est ça auquel rêvent ces extrémistes. Il faut se battre. C'est la bataille contre toutes les formes d'obscurantisme. Il y a eu un obscurantisme chrétien qui existe encore quelque part, il y a eu un obscurantisme juif qui existe encore quelque part, il y a un obscurantisme musulman qui existe aussi quelque part, mais il y a un monde chrétien extrêmement ouvert, il y a un monde juif extrêmement ouvert, il y a un monde musulman extrêmement ouvert. C'est avec cela qu'il faut se battre. Oui, j'entends évidemment tout ce que vous dites, Jacques Attali, mais la situation est tellement critique à l'école, notamment pour les professeurs d'histoire-géographie qui, lorsque vous étiez venus sur ce plateau, déjà on en avait parlé ensemble, c'est une situation qui est difficile pour eux. Il y a des périodes de l'histoire qui sont difficiles à enseigner. Quand un professeur d'histoire-géographie est tué, à l'instar de Samuel Paty, aujourd'hui les professeurs d'histoire-géographie étaient particulièrement mobilisés en ce jour triste d'hommage à Dominique Bernard. Que dire aujourd'hui? Que dire à ces élèves qui font face à cet obscurantisme? Il faut leur dire que pour s'intégrer dans la société dans laquelle ils vivent, et qui est la société la plus heureuse du monde, l'Europe est le pays, la région du monde la plus heureuse et la plus avancée, il faut qu'ils connaissent tout cela. Il faut qu'ils connaissent la culture dans laquelle ils viennent. C'est pas un hasard si les gens qui veulent émigrer, dont on parlait tout à l'heure, ne vont pas émigrer en Russie ou en Chine, ou dans les pays comme l'Iran. Ils vont immigrer comme par hasard en Europe. Donc il faut en accepter toutes les règles qui sont le secret de leur propre réussite individuelle. L'école n'est pas une façon pour eux de les forcer à accepter quelque chose qu'ils ne veulent pas, c'est une porte ouverte à leur avenir. Mais alors tout ça, c'est effectivement ce qu'on aimerait dans le meilleur des cas, mais c'est, on le voit bien, une réalité du quotidien. Un enseignant sur deux se serait déjà auto-censuré par crainte de représailles, a dit Gabriel Attal tout à l'heure. Comment faire justement pour éviter l'autocensure, même si ce discours que vous portez, qui est tout à fait formidable, mais n'est pas entendu par ces élèves, ces enfants? Est-ce qu'il faut déporter ce discours justement sur les parents? Comment faire ensemble pour toucher les Français? Vous avez raison, il faut associer les parents à cela. Il y a certains professeurs qui le font très bien. Je pense à Jérémy Fontagneux à Drancy, qui fait un travail magnifique où il associe quotidiennement les parents à l'enseignement. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas reculer. Et c'est vrai que l'autocensure est un grave danger. Si on arrivait par l'autocensure à ne plus enseigner ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, ou les principes de la laïcité, ce serait terrible. Maintenant, on ne peut pas... Il faut respecter ceux qui n'ont pas le courage qu'on peut leur demander. C'est trop facile à dire quand on n'est pas dans leur situation. Et il faut que l'État donne à ses enseignants les moyens de la sécurité. Mais il n'y aurait rien de pire qu'une autocensure générale et qui deviendrait la loi. Alors, vous le savez, hein, les jeunes aujourd'hui s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un problème aussi sur l'information et la mésinformation? Oui, il y a un problème énorme. Et l'évolution de Twitter devenue X est très inquiétante parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle, même s'il y a une évolution vers un contrôle un peu à la Wikipédia par les membres. Il y a beaucoup de fausses nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, par exemple, sur le conflit au Moyen-Orient, qui sont complètement fausses. Dans les deux camps. Et donc, c'est très important que la presse puisse faire son travail et la dénonciation de fausses nouvelles est très importante. C'est d'ailleurs le rôle des profs que d'apprendre aux enfants à avoir un esprit critique et à ne pas croire ce qui est aujourd'hui de plus en plus difficile parce qu'on peut faire des fausses vidéos très vite, très facilement. On pourrait transformer notre conversation dans laquelle vous diriez tout à fait autre chose et moi tout à fait autre chose avec nos voix et nos visages. Et donc, c'est de plus en plus difficile, mais c'est essentiel de lutter contre les fausses nouvelles.
Et pour autant, c'est grâce aussi à Internet, au numérique et à ces réseaux sociaux qu'il y a des choses qu'on apprend et qui sont venues jusqu'à nous assez facilement. Alors, pour ces professeurs, justement, qui tentent de décrypter l'actualité et qui tentent d'apprendre à leurs élèves à décrypter cette actualité, comment faire pour aussi les former à ces nouveaux réseaux? Oh, je crois que les professeurs sont formés par leurs enfants et par leurs élèves. Franchement, c'est pas très difficile, les réseaux sociaux. D'abord, c'est un truc qui existe depuis 15 ans. S'ils ne sont pas formés, ils n'ont qu'à changer de métier. Franchement, c'est pas Instagram, LinkedIn, Twitter, ça existe depuis 20 ans peut-être. Donc, c'est pas nouveau, ça. Ça, c'est vraiment des choses anciennes. Oui, mais c'est la complexité. Si les jeunes eux-mêmes n'arrivent pas eux-mêmes à faire le distinguo entre une vraie et une fausse information, peut-être que les parents non plus. C'est ça. Non, mais vous avez raison. Sur ce point, j'en ai parlé longuement dans un de mes livres qui est sur l'histoire des médias. Je crois qu'il commence à y avoir des méthodes, des fact-checkers qui sont très efficaces et je pense qu'on peut très facilement créer les conditions d'une vérification efficace des nouvelles. Si on se donne la peine de dire « wait a minute », attendons une minute, je ne suis pas ce que je vois d'accord, mais je vais vérifier si c'est vrai. Je pourrais vous citer 10 fausses nouvelles depuis le début de semaine qui sont fausses et qui sont maintenant véhiculées comme des vérités, mais ce n'est pas le sujet. Alors on pourrait imaginer que vous, comme moi, nous serions mal informés? Si on ne fait pas attention, oui, bien sûr. Bien sûr, si on ne fait pas attention. Prenez l'exemple de cette dont on parlait tout à l'heure sur la loi, sur l'autorisation d'expulsion ou pas. On a eu M. Valls qui a dit oui, j'ai signé une circulaire qui ne permet pas de l'expulser, et le président de la République du même moment qui dit oui, mais c'était possible. Donc il y a un travail avant de se faire un avis, de savoir ce qu'est la réalité, sans compter, ça c'est deux personnes de bonne foi, sans compter les fausses nouvelles volontaires. Quand on accuse Israël d'utiliser des bombes au phosphore, maintenant on sait que c'est faux. Quand les Israéliens accusent certains Palestiniens de tous les maux, on sait que c'est faux. Enfin, il faut se faire, surtout prendre garde à ne pas se faire un avis trop vite, à ne pas écouter les seules informations qu'on a reçues immédiatement, à ne pas céder à l'émotion. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Histoire et avenir de l'éducation au pluriel, Histoire au pluriel, avenir au pluriel, publié chez Flammarion. Vous dites que l'histoire de l'éducation ne passe pas que par l'école, mais aussi par la famille, justement, et par l'entourage. Donc, ces parents que vous avez rencontrés, j'imagine, lors des signatures de votre livre, tous ces parents qui vous écoutent très régulièrement sur les différents médias sur lesquels vous passez, que vous disent-ils? Comment réagissent-ils? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, selon vous? Oui, il y a une prise de conscience très grande de l'importance de leur rôle pour l'éducation de leurs enfants. Très important. Et je vous ai cité une expérience que j'ai trouvée très intéressante de Jérémy Fontagneux à Drancy, qui a fait que ses élèves en terminale ont pratiquement eu tous le bac depuis 2 ans. Ils travaillent depuis 6 ans dans cet endroit, 7 ans même. Ont tous le bac avec mention très bien parce qu'il a mobilisé les parents. Les créer une condition de connivence. Il y a les parents, mais il y a aussi les réseaux sociaux, et il y a un nouvel acteur dont je parle longuement dans un livre qui va paraître dans 15 jours, ce sont les jeux vidéo, qui jouent un rôle essentiel, plus ou moins négatif ou positif selon ce qu'on peut en attendre. Alors on parlait évidemment des élèves, des parents et de leur implication, il y a aussi la classe politique. Comment faire pour réunir la classe politique dans son ensemble pour qu'enfin une parole soit unie dans cette lutte contre le terrorisme? Mais on n'y arrivera pas parce que la classe politique, par nature, elle est contradictoire et c'est son rôle. Maintenant, il faut qu'elle sorte de ces déclarations pavloviennes où on demande la démission du ministre, ce qui est ridicule. Il faut proposer des choses. Et si on pouvait avoir non pas une confrontation d'hommes, mais une confrontation de projets, ça irait mieux. Juste pour replonger dans le cœur du sujet évidemment actuel, le conflit israélo-palestinien, et ce sera ma dernière question, mais c'est important pour qu'on comprenne, vous parlez des 3 cercles de l'enfer. Est-ce que vous pouvez nous les préciser, s'il vous plaît, Jacques Attali? Oui, c'est l'éditorial dans Les Échos vendredi dernier. Je disais que le premier cercle de l'enfer, c'est la volonté d'un mouvement terroriste qui s'appelle Hamas de détruire l'État d'Israël, et non pas seulement de conquérir une indépendance palestinienne.
Le deuxième, c'est la volonté d'un gouvernement criminel israélien, ou plutôt d'un premier ministre criminel en Israël, M. Netanyahou, qui a préféré appuyer le Hamas plutôt que de créer les conditions de la naissance d'un État palestinien. Les deux doivent être jugés, les deux doivent aller en prison et être jugés. Et puis un troisième, c'est la grande tentative de lutter contre la démocratie pour installer partout des dictatures et le fait que les totalitarismes ne tolèrent pas d'avoir des voisins démocrates. C'est la Russie qui ne tolère pas l'Ukraine, c'est la Chine qui ne tolère pas Taïwan, c'est l'Iran qui ne tolère pas Israël. On pourrait multiplier les exemples. Et cette bataille est absolument nécessaire, elle doit être gagnée. C'est une longue bataille, c'est la bataille de la démocratie contre la dictature. Je pense qu'elle peut être gagnée, mais c'est notre bataille. Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir été avec nous, ne serait-ce que par radio-téléphone si je puis dire, mais de nous avoir accordé du temps sur l'antenne de School TV pour le Grand JT de l'Éducation. Merci mille fois. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'Éducation. Alors évidemment, tous les parents veulent voir réussir leurs enfants à l'école et dans le monde professionnel. Mais certaines choses doivent passer avant ça. Eh bien, le bonheur, l'épanouissement ou la confiance en soi, c'est aux parents de créer toutes les conditions pour que l'enfant se sente bien et réussisse sa vie. On va en parler avec Sandrine Dirani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes créatrice de Zen Éduc, une plateforme de soutien scolaire et autrice de ce livre, justement, les 10 secrets des parents dont les enfants réussissent. C'est paru chez DBS, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, DBS. Comment alors montrer à son enfant qu'on a confiance en lui, qu'il peut réussir? Alors déjà, la première chose, c'est d'avoir véritablement confiance en lui. Donc un enfant, la confiance en soi n'est pas innée pour un enfant. Finalement, elle va grandir dans le regard que les parents portent sur nous. Donc plus le parent va laisser son enfant oser faire des choses, le laisser aller de l'avant, c'est dans l'action qu'on peut éprouver sa confiance en soi, plus finalement il va se rendre compte qu'il est capable de faire plein de choses et quand il n'est pas capable, qu'il est aussi capable de rebondir suite à un échec. Donc oser faillir aussi, c'est-à-dire le laisser aussi tomber, faillir, se tromper, avoir des mauvaises notes. Exactement. De la même façon qu'on a vu nos enfants apprendre à marcher et qu'on les a vus tomber, eh bien, il va falloir les laisser tomber dans la vie pour pouvoir apprendre de leurs échecs et puis pouvoir se relever. C'est comme ça qu'ils vont vraiment prendre confiance en eux. Comment on valorise un 4 sur 20 ? Alors, un 4 sur 20, déjà, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Parce que finalement, est-ce que l'enfant n'a pas assez travaillé ? Donc, on essaye d'engager un dialogue avec lui et lui demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, est-ce que tu n'as pas assez travaillé ? Auquel cas, il sait que la prochaine fois, il va falloir qu'il travaille de façon plus assidue, on va dire. Est-ce qu'il ne sait pas s'organiser, par exemple ? Est-ce qu'il ne sait pas planifier son travail et s'organiser ? Auquel cas, on peut l'aider à mettre en place un planning de travail. Donc, vraiment, le but, c'est de créer les conditions d'un dialogue de confiance avec son enfant pour qu'il se sente à l'aise de dire ce qui s'est passé et puis de trouver des solutions. Le but, en fait, c'est pas de rester sur le pourquoi. Pourquoi un 4 sur 20 ? Parce que, du coup, c'est fait, le 4 sur 20. C'est comment on fait la prochaine fois pour ne plus avoir 4 sur 20. Oui, moi, j'aimerais déjà revenir sur la définition du mot réussir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction à la réussite. Il faut qu'on réussisse. Sur LinkedIn, c'est le monde des bisounours de la réussite. Sauf qu'en réalité, peut-être que réussir, c'est tout simplement accepter d'être à un endroit tout simple et d'y être bien. Et c'est peut-être ça aussi, c'est ce que je vous demande. Est-ce que c'est pas le discours qu'on doit avoir par rapport à nos enfants, leur dire, quoi que tu fasses, l'important, c'est d'abord que tu sois heureux, et alors là, tu auras réussi. Et vous voyez ce que je veux dire ? Loïc, c'est votre question, c'est quoi ? C'est comment définir la réussite ? Comment définir la réussite, c'est ça ? C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que vous dites. La réussite, finalement, c'est de trouver sa place dans ce monde, c'est de se sentir épanoui et c'est de pouvoir se réaliser. Donc, en fait, un parent dont l'enfant réussit, c'est un parent qui a réussi à créer les conditions de confiance qui fait qu'un enfant peut explorer des choses, peut découvrir qui il est, peut trouver sa voie, et sa voie, c'est forcément celle où il peut se réaliser et s'épanouir. Donc, c'est ça, pour moi, la réussite. Alors aussi, c'est une question d'émotion. Il faut pouvoir les gérer, ces fameuses émotions. Comment fait-on quand on est parent ?
Alors, quand on est parent et qu'on voit que son enfant est peut-être hypersensible ou a des émotions à gérer, la première chose, c'est vraiment, encore une fois, d'engager le dialogue et de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il a des besoins inassouvis? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vraiment, d'essayer d'engager le dialogue avec son enfant pour l'aider à mettre des mots sur les émotions et du coup, pouvoir petit à petit les gérer. C'est quoi cette petite roue qu'on peut retrouver, page 39 de votre bouquin? Alors, c'est une roue qui est assez classique, c'est la roue des émotions qui permet justement, quand les enfants n'ont pas forcément les mots, parce qu'ils n'ont pas toujours forcément les mots pour dire est-ce qu'ils sont en colère, est-ce qu'ils ont la rage, enfin vraiment, pour savoir évaluer leur niveau en fait d'émotion et mettre les bons mots dessus. Alors, autre chose, est-ce que vous étiez organisé, vous, quand vous étiez élève? Plutôt, ouais. Ouais. Et donc de bonnes études. Ça a fonctionné. Non, des études toujours à peu près moyennes en réalité. Ça mais joue j'avais une beaucoup. organisation. Ça joue beaucoup? À l'organisation, énormément. En fait, les élèves qui travaillent à la dernière minute, forcément, ils ne peuvent pas avoir des super bons résultats. Et c'est surtout qu'en plus, ils ne peuvent pas ancrer les apprentissages. Parce que pour véritablement apprendre, il faut mémoriser. Et pour mémoriser, on dit qu'il faut réactiver 5 fois les apprentissages dans sa mémoire. Donc on voit bien qu'il faut s'y prendre à l'avance. Alors, à l'intérieur de ce livre, il y a un complément numérique. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? À quel exercice je vois? Alors, c'est plein d'exercices en plus qu'on avait. C'était vraiment très, 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 très riche en exercices. Donc, on s'est dit qu'il y en a pas mal déjà dans le corps du livre. Mais en plus, il y a des exercices numériques en plus. Il y en a notamment un que moi, j'adore, qui est l'arbre de vie, qui permet vraiment d'engager un dialogue avec son enfant pour découvrir qui il est, quelles sont ses racines, dans quoi il puise pour grandir, quel est son tronc, donc quelles sont ses valeurs intrinsèques qui vont lui permettre aussi de grandir, et les branches quels sont ses projets. Donc vraiment, c'est quelque chose qui permet de discuter avec son enfant de qui il est et où il a envie d'aller, et je trouve que c'est un exercice qu'on peut faire à tous les âges. Alors tout ça, ça paraît bien pour les parents qui sont effectivement dans une énergie assez positive, où tout se passe bien, où a priori l'activité professionnelle fonctionne, le ménage aussi, enfin tout va plutôt correctement. Et puis après, il y a la réalité du quotidien, c'est-à-dire le stress, l'angoisse, on est pressé, etc. Comment font les autres parents, les vrais? Alors, c'est vraiment fait pour les vrais parents parce qu'il y a plein d'astuces qui sont hyper courtes. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la gestion du stress. Moi, il y a une astuce que je mets toujours en pratique avec mon fils. C'est par exemple la respiration carrée. La respiration carrée, c'est 16 secondes. Ça veut dire que l'enfant inspire pendant 4 secondes, bloque sa respiration 4 secondes, expire 4 secondes et bloque sa respiration 4 secondes. En 16 secondes, vous arrivez à retrouver un calme dans la famille. Donc, il y a plein de petites astuces qui peuvent être adoptées au quotidien et qui ne sont pas longues. Et après, il y a des exercices qui sont effectivement un peu plus longs, pour lesquels il faut plus de temps avec son enfant. Alors, il y a un autre chapitre que je trouve assez chouette, c'est aide-le à comprendre comment fonctionne son cerveau. Mobiliser, par exemple, son attention, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 qui est comprendre. Racontez-nous, en fait, pourquoi vous avez eu envie, enfin ça paraît assez logique, mais d'aider les parents à comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants. Alors, parce que très souvent, en fait, les parents nous appellent un petit peu démunis parce que leurs enfants ont des mauvaises notes et il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Par exemple, l'enfant peut très très souvent, nos jeunes prennent leurs notes, lisent leurs notes plusieurs fois et à un moment, il y a cet instant magique où ils ont compris. Et ils ont l'impression que là, ils referment leurs notes et qu'ils ont tout compris et que ça va bien se passer le jour de l'examen. Or, pas du tout, parce qu'ils ont compris, donc ils ont ancré dans la mémoire à court terme. En revanche, ils n'ont pas mémorisé. Donc, une semaine plus tard, quand il y a l'examen, ils n'ont plus les informations dans leur mémoire. Donc, c'est vraiment montrer qu'il y a 5 étapes et que si ces 5 étapes ne sont pas suivies, finalement, l'apprentissage n'est pas véritablement ancré. Vous êtes aussi, donc, vous avez monté la plateforme Zeneduc, hein, c'est ça? Oui. C'est une plateforme de soutien scolaire. Elle n'est que par Internet, en fait, en visio? Oui, alors c'est totalement par Internet parce qu'on a choisi, en fait, de sélectionner les meilleurs formateurs un petit peu partout et on ne pouvait pas avoir un maillage local assez précis. Donc, depuis 2016, ça n'a rien à voir avec la pandémie, depuis 2016, on fonctionne sous visioconférence. Et après, on a des contrats avec des écoles, avec des universités. Et là, pour le coup, c'est en présentiel. Alors, comment ça se passe, justement, le soutien scolaire pour ces élèves-là? Parce qu'au-delà du fait, effectivement, avec un professeur de maths, d'étudier les maths, j'imagine qu'il y a tout un relais de confiance qui s'opère pour, justement, dynamiser l'élève. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui prévaut, plutôt que la matière en elle-même? Si. Alors déjà, de toute façon, Zeneduc, ce n'est jamais des formations longues. L'idée, ce n'est pas d'être une béquille pour l'enfant, mais c'est plutôt d'être un tremplin.
Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai les parents au téléphone, je leur parle pendant une demi-heure pour essayer de comprendre un petit peu quelle est la véritable problématique de leur enfant et de l'orienter vers la bonne formation. Et à partir de ce moment-là, il y a comme un quatuor qui se passe entre l'élève, le parent, moi et la formatrice. Donc vraiment, le but, c'est d'aider l'élève à prendre confiance en lui et à progresser. Donc on ne va pas tous faire Polytechnique, on est bien d'accord. L'idée, c'est de prendre un enfant à un niveau et de l'aider à développer au maximum ses capacités. Loïc ? Mais ce qu'il faut aussi dire aux parents et leur apprendre, c'est de ne pas être déçus quand leurs propres projections de réussite ne sont pas atteintes. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là pour qu'ils lâchent un peu la grappe à leurs enfants ? Déjà, que nos enfants, ce n'est pas du tout une continuation de nous-mêmes. Ils ont leur propre destin. Il va falloir qu'ils écrivent leur propre scénario de vie. Donc là, c'est déjà la première chose qui est très importante. La deuxième chose qui est super importante, c'est qu'ils comprennent qu'on ne peut pas valoriser le résultat, mais qu'il faut valoriser le progrès. Donc un enfant qui a 5 en maths en permanence, s'il a 8, c'est génial, en fait. C'est vraiment extraordinaire. Et il faut l'encourager. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où il avait 5 et le moment où il avait 8 qui était différent. Et c'est vraiment l'aider à comprendre. Qu'est-ce que tu as fait de différent ? Peut-être que tu as adopté une méthode de révision qui te correspond mieux. Donc c'est vraiment aider son enfant et le mettre sur la voie de la progression. Parce que finalement, on n'est pas tous parfaits, mais l'important, c'est d'apprendre tous les jours. Il passe des heures à faire des devoirs et les résultats ne suivent pas. Il travaille toujours à la dernière minute. Il ne sait pas s'organiser. Il manque de concentration. Il ne trouve aucun sens à ses apprentissages. J'ai l'impression qu'on parle presque d'un peu de nos enfants. Pardon, mais bon, il avait compris sa leçon, mais il a eu une mauvaise note. Franchement, il est paresseux. Il ne sait pas apprendre par cœur. Bon, tout ça, évidemment, est peut-être un peu grossi. Mais c'est souvent ce qu'on retrouve, finalement, dans les problématiques de l'apprentissage. Alors là, c'est vraiment des choses que j'ai eues au téléphone. C'est des parents que j'ai eu au téléphone. C'est vraiment ce que je reçois tous les jours comme coup de fil pour m'expliquer que les enfants, effectivement, ne sont pas motivés. En réalité, je pense que pour qu'un enfant réussisse ses apprentissages, la clé, c'est la motivation. Et pour qu'un enfant soit motivé, il faut qu'il trouve du sens à ses apprentissages. Donc, j'encourage les parents à essayer de parler avec leurs enfants des objectifs, à se fixer des objectifs. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent ? Quelle est la finalité des apprentissages ? Une fois qu'ils savent pourquoi, qu'ils se fixent des vrais objectifs qui sont quantifiables, mesurables. Et enfin, une fois qu'on a l'objectif, qu'on se demande comment on fait pour qu'ils deviennent réalité. Parce que c'est super d'avoir des objectifs, mais si jamais on ne s'est pas posé la question de comment on fait pour qu'ils réussissent, et à ce moment-là, effectivement, l'enfant ne se mettra jamais en mouvement. Donc la motivation, c'est uniquement apprendre à mettre son enfant en mouvement et à le rendre responsable de sa vie et de sa propre réussite, en fait. Et du coup, est-ce que les parents réussissent aussi après ? Les parents, normalement, ils réussissent à être plus cool. C'est-à-dire que la relation parent-enfant est supposée être apaisée à la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine Dirani. Je rappelle le titre de votre livre, Les 10 secrets des parents dont les enfants réussissent, paru chez DBS, et également votre plateforme de soutien scolaire qui s'appelle Zanéduc. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Tout de suite, on va retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Flo Mallet. Bonjour Flo. Salut Malika. Salut Flo. Alors, le grand public t'a découvert en 2012 et t'as un peu marqué au passage l'histoire de The Voice, puisque t'as été le tout premier candidat de The Voice France, le premier à te frotter aux auditions à l'aveugle. Ouais, c'est vrai. T'avais à l'époque été jusqu'au direct dans l'équipe de Garou. Puis après, tu as participé à beaucoup de comédies musicales. Tu as été choriste aussi pour Aya Nakamura. Ouais, sur la première tournée d'Aya Nakamura, j'étais choriste avec Annabelle, ouais. Et puis on t'a vu aussi dans la version All-Star de The Voice, c'était en 2021. C'est ça. T'as fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde en ce temps. Mais c'était là aujourd'hui, c'est pour nous présenter ton tout nouveau titre, Partir en guerre, qui est sorti le 13 octobre. Allez, on regarde un extrait du clip tout de suite et on en reparle. Je pourrais partir en guerre, mais je sais pas vraiment le faire. Je pourrais partir en guerre, mais flemme de croiser le fer. Pas changer de face, ouais. Tous nos appels sont manqués. Alors ce titre, il est né comment ? Alors ce titre, il est né d'une situation que je vivais dans ma vie à l'époque où je l'ai écrite. J'étais en deuil. Et en fait, je me suis rendu compte que durant cette période, il y avait beaucoup de personnes sur lesquelles je comptais qui avaient disparu. Ouais. Et qui n'appelaient pas ou ne répondaient pas plus au téléphone. Et du coup, ça m'a mis sur un sentiment qui a fait naître cette chanson.
C'était quel sentiment? Un peu de rage, il faut le dire. Et en même temps, de la compréhension pour ces gens, puisqu'on n'est pas tous égaux face à la mort et face à comment gérer un deuil ou aider quelqu'un à gérer un deuil. Donc j'avais de la peine et un peu de colère, mais en même temps beaucoup de compassion pour... De compassion, quand même? Ouais, parce qu'il ne faut pas vivre avec des sentiments haineux. Donc c'est plus pour toi canaliser cette colère, tu n'avais pas envie qu'elle reste... Exactement, je n'avais pas envie qu'elle me pourrisse. Donc, du coup, l'histoire de la chanson, c'est de ne pas laisser justement nourrir cette colère. Exactement, c'est plutôt de faire la paix. Et les futurs projets de Flo, c'est quoi? Alors, les futurs projets, c'est la sortie d'un deuxième single qui va venir très très vite, là, et d'un EP d'ici la fin de l'année. Qui est déjà terminé? Qui est déjà terminé, mixé, masterisé, il est clippé. Et c'est toi qui écris tout? Alors, j'écris la majorité. Et après, j'ai une amie qui m'aide, qui s'appelle Ayelia. Quand j'ai besoin, elle vient m'aider, me prêter main forte. Ouais. Maintenant, on va essayer de faire un petit flashback. On arrête de regarder dans le futur, on regarde dans le passé. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans le 14e arrondissement de Paris. Ah, t'es un pur Parisien? Ouais, pur Parigo. J'ai laissé mon béret à la maison aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, quoi, sinon. C'était comment ton enfance, alors, à Paris? Mon enfance à Paris, elle était franchement joyeuse. J'étais dans un quartier plutôt populaire. Mais mes parents ils m'ont mis assez vite dans la musique, le théâtre, et j'ai commencé sur scène très très jeune. Est-ce que tes parents ils en faisaient aussi? Pas du tout, non. Ils sont pas du tout artistes. Ma mère elle était assistante et mon beau-père avec qui j'ai grandi était artisan, pousseur de parquet, donc rien à voir avec la musique. Alors pourquoi ils sentaient chez toi une prédisposition pour l'univers artistique ou rien à voir? C'était pour t'occuper peut-être? Ouais, moi je pense qu'ils m'ont fait écouter beaucoup de musique quand j'étais très jeune, voire quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et du coup, ça m'a impacté tout de suite et je chantais tout le temps. Quand j'étais petit, tout le temps, je cassais les oreilles aux gens. Donc ils se sont dit, peut-être qu'il aime ça, quoi. Et t'avais des frères et sœurs? Et j'ai un petit frère, qui lui aussi chante et est musicien. Aussi? Qui s'appelle Joris, qui est très doué. Et une petite sœur qui ne chante pas du tout, par contre. Donc vous viviez à trois, comme ça non, après c'est une famille recomposée. Moi, je vivais avec mon petit frère. Ouais. Et donc, voilà, on a eu une... Quelle relation vous aviez en grandissant? On a eu une relation plutôt... Oui, les deux garçons, ça se bagarre. Plutôt fraternelle, ouais. C'est-à-dire que c'est ça, on se bagarrait, et en même temps on s'aimait beaucoup, donc voilà, c'était un peu la guéguerre, mais beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, quels sont les liens? Et aujourd'hui, les liens, ils sont plus dans la guerre du tout, plus dans l'amour fraternel, basta, et voilà, on se soutient. Vous faites le même métier en plus. Alors lui, c'est pas son métier, la musique, mais par contre, il a autant de talent, voire plus que moi, donc on se rejoint sur cette passion. Ouais. Donc pour toi, si on résume, l'enfance, c'était un moment heureux, c'est un souvenir heureux. Ouais, c'est vraiment jusqu'à mes, je dirais, 16 ans, avant l'adolescence, où là, ça commençait un petit peu à partir en sucette, mais... À l'adolescence, ça part en sucette? Ouais. Pourquoi? Parce que trop de rébellion, trop de caractères divergents avec ma mère, surtout. Ah, t'étais en guerre avec ta mère? Ah ouais, j'étais en guerre. Mais pourquoi? Parce qu'on avait tous les deux un fort caractère et que voilà, je pense que j'arrive à l'âge où j'avais plus envie de me laisser faire. T'avais l'impression que tu manquais de liberté? Ouais. T'avais pas trop le droit de sortir? J'avais le droit d'aller jouer au foot après l'école, quoi, après le collège, mais après, non, moi, je suis pas allé en boîte avant 19 ans, tu vois. Les potes, j'allais les voir, mais de temps en temps, j'avais pas trop l'autorisation, donc... Et la rébellion, alors, elle se passe comment? Très mal, ça a fugué, tout ça. Ah bon? Ouais. Mais pas longtemps? Non, pas longtemps, une journée ou deux, mais histoire de taper du poing. Mais tu te faisais pas punir après? Si, bien sûr. Il y a des consoles de jeux vidéo qui ont disparu, des manettes pour allumer les télés qui ont disparu, mais bon, voilà. Et à l'époque, tu avais déjà cette appétence pour la musique, du coup? Ouais, beaucoup. Je produisais déjà, j'écrivais déjà, j'avais un ordi, donc ça m'a aussi beaucoup aidé de faire de la musique à l'époque. C'était ma liberté. Ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Flo Mallet, pour la suite de Souvenirs d'écolier.
Merci Malika, merci Flo. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Ce sont des générations qui vont à la guerre. C'est ça. Et en fait, je me suis appuyée sur l'histoire de ma propre famille, qui, comme bien des familles françaises, peut avoir ces points de repère-là. C'est-à-dire que mes arrière-grands-pères ont été sur les fronts en 14-18. Mon grand-père est parti en 39, mobilisé bien sûr. Et puis, mon père est parti en Algérie. Et donc, en reprenant toute cette généalogie de ces hommes de ma famille, je me suis interrogée ensuite sur ma place, moi, née en 70, 71, en tant que femme, enfin fille à l'époque, et ensuite celle de la destinée de mon fils, qui lui est né au moment où le service militaire a été abrogé, en fait. C'est une affaire d'homme, le livre. Il tourne beaucoup autour de la question de la masculinité. Le parallèle avec votre famille s'arrête là, d'ailleurs, parce que vous racontez des pères et leurs fils. C'est ça, mais sous mon regard de femme. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que, justement, je voulais porter vraiment ma sensibilité à moi sur ces hommes et leur... Comment dire montrer à quel point le fait qu'ils aient été broyés et par les conflits mondiaux et par aussi les attentes de la société à leurs égards, avait provoqué des catastrophes familiales ensuite qu'on va rencontrer. Une série de catastrophes. On ne va pas tout raconter ça, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de suspense, c'est un page-turner. Parce que vous vous dites, oui, d'accord, 500 pages, machin, mais non, ça se lit très très vite, enfin très vite, en tout cas très bien. Et voilà, et alors, à chaque fois, on a envie de savoir ce qui se passe à la page d'après. Et pourquoi c'est important pour toi, le cadre, justement ? Alors pourquoi c'est important le cadre ? Parce que souvent les jeunes qui viennent au SNU justement viennent chercher le cadre. Quand on regarde les chiffres, il y a quand même justement 39% de jeunes qui viennent justement pour ce cadre au SNU. C'est quelque chose qu'ils retrouvent et je pense que ça permet à ces jeunes justement de pouvoir un peu aussi être aiguillés ensuite dans leur parcours citoyen, dans leur parcours professionnel et social. Qu'est-ce que ça leur apporte individuellement ce cadre, le fait d'être structuré, déjà, d'avoir des règles ? C'est ça, il n'y a pas que les règles, il y a aussi l'aspect de vie en communauté. Souvent, les jeunes qui viennent au SNU n'ont pas, ou ont peut-être été une fois ou deux en colo, mais ils n'ont pas connu la vie en collectivité. C'est quelque chose vraiment qui ramène beaucoup de valeur, la vie en collectivité. Et en 12 jours, on a le temps, Cyprien, d'imprimer effectivement ces valeurs qui sont distillées par le SNU. 12 jours, au final, est-ce que c'est pas un peu court ? Eh bien, justement, en 12 jours, c'est ni trop long, ni trop court. D'accord. C'est ce que je pense. Après, tout à l'heure, on parlait des jeunes en quête de repères. Voilà, et je pense que vraiment les jeunes recherchent des repères et à travers le SNU, c'est aussi ce qu'on peut leur donner. Vous venez inventer une plateforme qui s'appelle Coding Park qui fournit des ressources pédagogiques adaptées au programme des écoles primaires. Vous pouvez nous présenter rapidement Coding Park ? Oui, avec plaisir. Donc, Coding Park, ça fait partie de la mouvance qui a eu lieu depuis 2016. Ça a commencé aux États-Unis et puis ça s'est généralisé un peu partout dans le monde. Qui est la mouvance d'apporter, de simplifier, démocratiser l'accès au numérique, donc le codage aux enfants. En fait, c'est justifié par tout l'essor de la technologie qu'on voit aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et donc, beaucoup d'écoles se sont lancées dans le monde à enseigner le codage, la programmation, dès l'école primaire. Dans certains cas aussi, certains pays, par exemple en Asie, ça va jusqu'à l'élémentaire, la maternelle. Ils commencent déjà. Ça fait partie des cursus scolaires là-bas ? Oui, ça fait partie des choses maintenant qu'on commence à enseigner très très tôt. Justement pour ce que ça peut apporter comme compétences qui seront utiles pour les enfants plus tard. Journée mondiale de l'alimentation aujourd'hui. Et c'est seulement, ai-je appris en vous lisant, la 3e édition. Oui, c'est la 3e édition. Alors pourquoi le 16 octobre ? Parce que c'est le 16 octobre 1945 qu'a été créée l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Chaque année, on a un thème qui est associé, et cette année, c'est l'eau. D'ailleurs, j'ai une petite question, Emmanuel, pour vous. Est-ce que vous connaissez la part de l'eau qui est occupée sur notre planète ? Non, mais c'est beaucoup. C'est plus des 2 tiers. 80%. Vous savez, 80. Ah, pas loin. Moi, je dis 60. 70%. Voilà, entre les deux. Voilà, c'est parfait. 70%, seulement 3% d'eau douce aussi. On a 97% d'eau douce. Assez exceptionnel. Est-ce que vous savez aussi la consommation par jour en moyenne d'un Français d'eau ? Je dirais... Consommation d'eau.
peut-être 30 litres. Ah, c'est beaucoup plus. Emmanuel, vous avez une idée? Aucune. 148 litres en moyenne Comment par on fait pour consommer 148 litres? Eh ben, on se douche, on mange, on a le lave-vaisselle aussi, on a beaucoup de choses. C'était environ 135 litres en 2014 et c'était 110 litres dans les années 80, donc c'est plus ou moins stable. Plus ou moins, mais ça continue d'augmenter au fil des années. Et pour arriver, l'eau qui arrive à notre robinet, à notre douche, à notre lave-vaisselle, figurez-vous quand même que l'eau parcourt, il y a 996 000 km de canalisation pour cette eau. Alors comment se déroule un séjour de cohésion? Est-ce qu'il y a plusieurs phases, plusieurs étapes? Qui veut s'y coller? Je t'en prie, Yanis. Très bien. Vas-y, Yanis. Donc le SNU, c'est un très beau projet qui est axé en 3 phases. Donc la première phase, c'est le séjour de cohésion. C'est ce que vous avez pu voir sur le super teaser. C'est un séjour de 12 jours, comme vous l'avez dit, où les jeunes vont partir dans un autre département que le leur. C'est important de le préciser. Donc sur la base du volontariat, et ils partent effectivement dans un autre département, donc un peu hors de leur base, quoi. C'est ça, et ça permet aussi de découvrir d'autres environs. Moi aussi, en tant qu'encadrant, j'ai pris la décision de ne jamais le faire à Strasbourg dans le Bas-Rhin. J'ai pu le faire en Haute-Loire, je l'ai fait à Paris cet été, je l'ai fait à Vesoul avec Cyprien. Et du coup, c'est vrai que même moi, ça m'a permis de voir de nouvelles choses. Et du coup, ça, c'est la première phase, le séjour de cohésion qui dure 12 jours. Ensuite, vous avez la mission d'intérêt général, la MIG. Là, c'est une session d'engagement citoyen. Donc, on va accompagner les jeunes dans un engagement, dans une association, un corps en uniforme ou une administration territoriale pendant 84 heures. Et à la fin de ces 84 heures, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on offre aux jeunes qui ont fait le service national universel un accès e-learning, donc pour pouvoir apprendre les cours de code et surtout un passage au code de la route offert. Donc ça, c'est les 2 phases qui sont obligatoires. Et ensuite, la 3e phase, c'est l'engagement citoyen. C'est un engagement un petit peu plus de terrain, de 3 mois justement, soit dans la réserve opérationnelle des armées, soit dans une association. Et justement, ça permet aux jeunes d'encore plus s'engager. Et j'ai oublié de le préciser, quelque chose qui est assez important, on peut aussi s'engager en service civique. Coding Park, justement, c'est aussi une pédagogie pour enseigner un sujet qui peut effectivement paraître complexe à des enfants et des adolescents. Avec vous, on s'éloigne complètement des solutions de type Scratch, où on code par bloc. Avec vous, on apprend un langage textuel. Comme les grands, c'est peut-être un peu plus facile à assimiler? Alors, en fait, ce langage textuel qu'on a apporté, c'est justement une brique supplémentaire qu'on a apportée par rapport à cette brique technologique du MIT, donc Blockly, donc Scratch, donc c'est ce logiciel du MIT, qui s'est généralisé et qui est utilisé un peu partout dans le monde, qui est favorisé par la tablette, puisque c'est du drag and drop, en fait, ce qui se passe, donc un accès facile. Donc c'est un peu un joujou en fait, c'est un peu un jouet. Donc on peut assembler un algorithme en glissant, déposant des blocs d'instructions, les empilant les unes sur les autres. Et ça marche bien. Et en fait, mais après, une fois que les enfants, ils ont déjà fait ça, aux alentours de 6-7 ans, en fait, après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après? Donc le problème, c'est que si on veut évoluer là-dedans, aujourd'hui, il y a plus de 400 langages de programmation. Hein, c'est un écosystème technologique vaste, avec des phénomènes de mode, des technos qui montent, qui descendent, etc. Et donc, quelle techno choisir à un âge où, voilà, 7, 8, 9, 10 ans, voilà, sachant qu'on ne veut pas en faire forcément des développeurs, on veut qu'ils apprennent à raisonner, on veut qu'ils apprennent voilà, des compétences en algorithmique et limite pure, sans avoir associé de la syntaxe. Et c'est là on s'est dit, OK, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger ces concepts-là, qu'on retrouve dans ces langages de programmation-là, et on va les masquer, on va les simplifier, les sublimer. Et on en a fait ce pseudo-langage, ce langage que nous, on a appelé Play. Donc, c'est du pseudo-code, c'est juste des fonctions. Donc, par rapport à du Scratch, ils vont écrire les instructions au clavier. Par rapport à Scratch, ils vont apprendre à respecter une syntaxe. Par rapport à Scratch, ils vont pouvoir faire des erreurs. C'est super important parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange et ScoopTV.com pour voir et revoir toutes les émissions. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, c'est Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Edmond. Laura Girard et Emma Fréret à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.